un nom allemand parce que je suis allemand. Je suis 46 ans en France, j'aime la France, j'ai toujours mon passeport allemand et je suis comme un poisson dans l'eau en France. Je ne retournerai pas en Allemagne, je vais vous dire pourquoi. Alors on parle aujourd'hui de l'Europe chrétienne. Ça concerne la France, ça concerne l'Allemagne, ça concerne toute l'Europe. Les Slaves, les Germaniques, les Méditerranéens, les Français. Alors l'Europe chrétienne, c'est ça, si vous voyez. C'est le drapeau d'Europe avec le Christ au milieu. Tout à fait la logique de Charlemagne, qui lui avait le thaler de l'époque, le dollar de l'époque, avec lui-même d'un côté et le Christ de l'autre côté. Là, nous avons l'Europe actuelle et le Christ au milieu. L'Europe chrétienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est chrétienne. Mais ça veut dire, c'est l'idéal envisagé, l'Europe chrétienne. Alors ce soir, faut que je regarde maintenant, page suivante, voilà. Je voudrais vous parler de 2-3 choses différentes. La première, c'est la ville de Prüm, en Rhénanie, que vous connaissez sûrement pas, et qui était le palais privé des Pépinides, c'est-à-dire les parents de Charlemagne. Le père, le grand-père c'était Charles Martel, le père c'était Pépin le Bref, Pépin III on dit aussi, et lui-même. Pourquoi je parle de cet endroit, Prüm? C'était donc une vieille abbaye bénédictine où se... Mettez-vous de l'autre côté parce que si vous vous mettez devant nous, on va par là. Où se trouve une relique insigne qui s'appelle la relique des sandales du Christ, inconnue en France, peu connue en Allemagne. C'était une relique privée des Carolingiens. Pourquoi cette relique est si importante pour le thème qui nous occupe? Il faut voir le contexte de cette époque-là. L'Empire romain n'avait pas réussi à faire l'Europe. L'Empire romain s'est limité, c'est le moment de le dire, au limes, le mur qui séparait l'Empire de la Germanie. Bon, il longeait le Rhin, et puis surtout il coupait vers la Forêt Noire, vers la Bavière, et traversait les Alpes. L'Allemagne n'était pas intégrée dans l'Empire romain. Il n'y avait pas encore l'Europe. L'Europe, même la France, elle est née fin du 5e siècle, en tant que Clovis, etc. Où est l'Europe chrétienne? Elle est née beaucoup plus tard. Elle est née au 8e siècle, après que Charles Martel avait défendu la France contre l'islam, à Poitiers. Le pape s'est dit, mais voilà des rois puissants, voilà des protecteurs pour le Vatican, pour l'Église. Et il s'est adressé à Charles Martel pour le défendre en Italie contre 3 grands dangers. Un, c'était l'islam, là aussi, qui venait par le sud et par la mer. L'autre, c'était les Lombards qui s'étaient encastrés au nord de l'Italie en venant de l'Est et qui étaient très inimical, dangereux pour les États du Vatican, pour le terrain, comment dire, la région à l'époque. Et le troisième danger, c'était Constantinople, son ancien allié,
l'Église était, depuis Constantin, tout à fait reposée sur deux piliers, Rome et Constantinople. Et cette alliance-là, manifestement, elle se cassait. Byzance attaquait le pape, spoliait le pape de ses terrains en Dalmatie, etc., Trieste, mais même en Italie, tout le sud de l'Italie. Alors le pape, il était coincé de partout et il avait besoin d'une main protectrice. Et il a fait appel au nouveau roi, là, dans le nord, qui se levait à l'époque en France, hein, c'était Martel, mais c'était pas encore français, c'était quelque chose qui naissait autour de Maastricht, tout par hasard, de Bruxelles, de Strasbourg, de cette région-là, qui était le cœur de la puissance qui montait, des Francs. Le fils de Charles Martel était Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Lui, il était allé à Rome, il a défendu Rome contre les attaques diverses, surtout les musulmans, mais aussi les byzantins. Et surtout, il a occupé carrément le terrain de la Lombardie pour libérer le pape de ce côté-là. Et le pape, en contrepartie, il l'a couronné roi des Francs. C'était Pépin le Bref. Et qu'est-ce qu'il a donné comme gage? Et voilà que j'arrive à notre thème. La meilleure relique qu'il avait sous la main, pour ainsi dire, c'était la relique des sandales du Christ, qui sont conservées en état pur à Prüm. Charlemagne a dit, il ne faut pas croire n'importe quelle relique, il faut vérifier, il faut lire les documents qui vont avec, il ne faut pas faire n'importe quoi dans la foi. Ça, c'est lui-même qui a dit ça au concile de Francfort, un concile régional germanique. Donc, on a fait pareil. On a dit, qu'est-ce que c'est cette relique? Eh bien, aucun scientifique ne s'est jamais penché dessus. Et nous, on est venus avec 3 professeurs français, un spécialiste de vidéo, déjà pour prendre vraiment, pour scanner toute la relique, l'autre pour ophtalmologie, professeur Marion, il est déjà mort maintenant, optique je veux dire, et le troisième en génétique, pour des analyses plus pointues du pollen, des spores, du bois qu'on trouve dès lors des couches d'or, etc., les analyses poussées, jusqu'au ADN des quelques éléments organiques qu'on a trouvés dans cette relique. Les études ont duré 3 ans et à la fin nous avons fait un congrès en Allemagne, nous de la France en Allemagne, un congrès franco-allemand en 2 langues, parfaitement simultané, sur les résultats de ces recherches. Le plus étonnant, c'est que la dernière couche, si l'on peut dire, on ne va pas rentrer dans les détails, de ces sandales, elle est trempée de sang. Alors on ne sait pas pourquoi. Et là, les études sont en cours pour comparer ce sang en analyse génétique avec le sang de Turin, avec le sang de la Sainte Tunique d'Argenteuil, et de voir peut-être là une probabilité poussée de convergence des indices. Ce qui donnera toute une autre manière de prouver l'authenticité des reliques en montrant leur concordance mutuelle. Et pas seulement travailler que sur Turin, travailler que sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, vous voyez, mais de montrer les mêmes pollens à Argenteuil, à Turin, à Prüm, les mêmes, etc. Et ça, c'est un peu le travail qu'on s'est fixé
à Lunec pour obtenir. Bon, à partir de ce centre, quand vous allez à Prüm, c'est un petit village aujourd'hui avec une magnifique église abbatiale de pèlerinage. Eux, ils vous disent, ici, c'est le centre d'Europe. Ils vous disent ça à l'accueil, hein, la dame qui, qui fait la visite de l'église, et elle dit ça tout joyeusement. Mais après, on comprend déjà mieux que l'alliance fondamentale entre l'église et les Francs a constitué l'Europe. Et tout de suite, l'Europe chrétienne. Ça, c'était la base, le début de notre Europe d'aujourd'hui. C'était pas les Romains, c'était les Carolingiens, et notamment Charlemagne tout de suite, à la suite, le fils de Pépin, qui a élargi donc les frontières que les Romains n'étaient pas arrivés à pousser vers l'Est, beaucoup plus loin vers l'Est, en intégrant pratiquement l'Allemagne d'aujourd'hui. À partir de là, très vite est venu le problème, c'est-à-dire la partition. Les fils de Charlemagne, d'abord il y avait Lothaire qui a tout hérité, après il y avait les autres frères qui voulaient le pouvoir, ils se sont fait la guerre. Lothaire était tellement dégoûté, il s'est retiré à Prüm, est devenu moine bénédictin et est mort, l'empereur Lothaire, hein, est mort en bénédictin à Prüm, et son tombeau, un grand tombeau, est bien exposé là. Et puis les trois autres fils se sont partagés au contrat de Verdun 843 les trois parties fondamentales de l'Europe. L'Ouest, l'Est et le milieu. Alors le milieu, c'est le plus intéressant. Pourtant, il a disparu aujourd'hui. C'est toute la partie de, si vous voulez, aujourd'hui, Hollande, Luxembourg, Savoie, Lombardie, Rome. Tout ça, c'est la partie centrale. C'était la partie royale à l'époque. Alors j'ai dit Strasbourg, Bruxelles, Maastricht, tout ça, c'est Prüm. Tout ça, c'est dans cette bande-là. Et la partie, elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'un des fils de Lothaire, qui était Louis l'Allemand, il y avait Charles le Chauve en France, il y avait Lothaire au milieu et l'Allemand à l'Est. Lui, il a pris par la guerre la partie médiane, de façon que l'Allemagne a tout de suite élargi son influence dans cette constellation basique jusqu'à pratiquement bien au-delà du Rhin, jusqu'à pratiquement Luxembourg aujourd'hui, la moitié de la Belgique. Et c'était ça, la bipartition de l'Europe, dès le départ, pratiquement après 2 générations. Pépin, Charlemagne, et puis ses fils. Et depuis, ça ne s'est jamais réparé. Tous les siècles qui suivaient ne faisaient qu'enfoncer ce clivage. La France a joué son rôle et tout le reste a joué son rôle. Chacun avec son empire, en France plutôt royauté, mais c'était la même force et la même détermination. Parfois même en conflit, rarement en appui mutuel. Comment ça s'est... Alors, comme je suis allemand, je vais appuyer un peu plus sur ce côté-là, si vous voulez bien. Parce que vous connaissez mieux que moi l'histoire de la France, on ne va pas insister sur ce côté-là. En Allemagne, s'est formé l'Empire romain germanique. Les empereurs allemands à la suite des Carolingiens. À un moment donné, c'était les Habsbourg qui ont repris le siège de l'empereur et qui y sont restés jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 1806, dissolution de l'Empire germanique. Dissolution définitive. Et c'était Napoléon, à la suite des guerres de Napoléon. Et c'est les Autrichiens qui ont rattrapé encore leur partie et on continue
continuer leur empire, comme ils l'appelaient, das Reich, Österreich et Hongrie, et certaines régions autour, c'était assez important. Les Allemands en haut, en Prusse, ils commençaient une nouvelle royauté autour du roi de Prusse, complètement séparée des Habsbourg dans le sud, et la France continuait toujours jouer son histoire tout seul, à part. Tout ça s'est terminé mal, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Le dernier empereur, successeur de ces grands empires depuis Charlemagne, qui a régné en Autriche, était, vous le connaissez, Charles le Bienheureux, qui a été béatifié récemment à Rome. Ce pauvre Charles était déjà de nature très faible, mais il a vécu le martyre à la fin. Il a été chassé, mis sur des îles Madère espagnoles, est revenu avec une petite armée pour reprendre le trône, a lamentablement échoué et est mort après de maladie, je crois, 1922. Son fils, Otto von Habsburg, vous avez entendu de lui. C'est pratiquement le dernier vestige. Bon, il est mort maintenant, il y a 3 ans. Le dernier vestige de toute cette grandeur qui a formé l'Europe chrétienne pendant 1000 ans. Je l'ai vu à Strasbourg, parce que nous, on s'appelle quand même Union des Nations de l'Europe chrétienne, donc ça nous tient à cœur tout ce thème-là. Et j'ai dit, quand est-ce que vous rétablissez l'Empire? Pourquoi pas demander, hein? Comme on dit en France, il suffit de demander. Il m'a dit, mais non, Wurmeling, c'est tout différent maintenant. Nous, les chrétiens, nous sommes le levain. Nous devons aller dans tous ces organismes qui naissent, qui se défendent, qui se refont, et enséminer l'évangile dans ces structures. Naturellement, ça a des suites énormes dans le comportement de tel mouvement chrétien, etc. Être le levain, c'est autre chose qu'être soi-même l'empereur. Hein? Donc lui, en gros, il a fini comme petit député de Bavière, même pas d'Autriche, où il était interdit d'accès. Juste à la fin, il pouvait retourner en Autriche à pied. Mais il était député au Parlement européen au nom d'un des députés de Bavière. Et il inséminait, comme il disait, de temps en temps, un discours, un peu une coloration chrétienne. Naturellement, on peut discuter de ça, si c'est bon ou non. On peut rêver de quelque chose de beaucoup plus grand. Il faut dire que l'Évangile, il a certains aspects de ce comportement sont bien ancrés dans l'Évangile, donc c'est pas tout à fait à rejeter comme ça. Maintenant, on a passé donc ce bloc qui se voulait Europe chrétienne, cet empire en vue. On a laissé un peu de côté la France, qui essayait aussi très fortement d'être un pays chrétien, mais pas européen. Regardons donc le troisième larron, l'allemand, les Allemands, les Teutons dans le nord. Luther, au début du XVIe siècle, était le grand événement chez nous. Il a tout changé. C'est un phénomène que vous ne connaissez pas en France. C'est le doute. Le doute de l'autorité. Mais profond, religieux, à ce point-là. Je veux faire ça. Est-ce que c'est bon que je veux faire ça? Des réflexions comme ça, c'est pas français.
Ça, c'est le rumineur allemand teuton qui se autodissèque. D'ailleurs, Yvan Gaubry nous a fait une conférence sur Luther. Il paraît qu'il s'est suicidé, il s'est pendu. Il y a le rapport du docteur qu'on peut interpréter comme ci, comme ça, et naturellement, il n'a pas dit, il ne pouvait pas le dire, et il s'est pendu. Mais il a quand même dit qu'il était complètement bleu. Et chaque médecin comprend ce que ça veut dire. Et après, il a trouvé aussi des documents où les protestants, entre eux, disent surtout, il ne faut pas en parler, etc. Vous voyez, c'était la catastrophe finale. Et comme c'était le Mohammed du protestantisme, n'est-ce pas? Luther a mal fini. Mais pas seulement lui a mal fini. Cette discorde qu'il avait dans son propre cœur, qu'il a portée à l'extérieur, en reniant l'autorité, en réinventant tout, en donnant au prince les facultés de se séparer de Rome, de prendre tous les biens de l'Église. Ça a totalement changé l'Allemagne. On a fini en guerre, et en guerre de centaines de milliers de morts, comme vous n'avez pas eu de ce genre. Vous n'aviez pas ce clivage fondamental religieux en France. La France, elle est restée unie quand même dans la foi catholique. C'est énorme comme identité d'un pays. Alors nous, on était coupés en deux, la guerre de 30 ans. Là, je reviens de Münster, en Westphalie. Ils ont fait la paix là-bas, 1648. Mais c'était la paix après 30 ans de sang. Dans les champs, dans les villes. Ils nous ont montré la cathédrale de Münster. Et en haut, il y avait 3 cages suspendues sur le clocher. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Elle a dit, ah, vous savez pas, on a mis les calvinistes là-dedans. Et pourquoi? Ils ne voulaient pas se convertir à l'église catholique. Et puis on leur a brûlé d'abord les doigts, après les mains, et puis comme ils se sont évanouis, on leur a jeté de l'eau froide et ça continue par les pieds, et puis un peu dans le ventre. Ah ben il nous a expliqué ça, le guide. Ah, c'est des méthodes allemandes, c'est pas très fin. Et enfin, ils les ont suspendus en haut, dans la cage, les 3 meneurs. Et depuis, dit-il, Münster est calme. Vous voyez, c'est drôlement efficace. Bon, alors avec des méthodes pareilles, on ne s'en sortait pas. Alors, ce que je veux dire avec ça, déjà au XVIe siècle, on commençait avec les grands compromis. Les compromis. Il faut vivre avec une autre foi. Je suis convaincu qu'elle est fausse, il faut vivre avec. 1530, l'empereur écoute les protestants à la grande diète de Mayence. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, le pape, c'est une imposture, etc. Et pire, l'empereur a tout écouté. 20 ans plus tard, exactement 25 ans plus tard, 1555, la paix de Augsbourg. Le traité de Augsbourg. Cuius regio eius religio. Celui qui est le chef de la région, c'est cette religion qui est vraie. Mais vous vous rendez compte, le relativisme là, le relativisme total, il n'y a plus de vérité. Il y a un arrangement politique. Vous n'avez qu'à tous prendre la religion de votre chef. Et il y en avait des petits principautés, 20, 30 dans toute l'Allemagne. Hein? Tout était éparpillé. Alors je vous l'ai montré un peu, mais on ne trouve pas un moyen de mettre un écran, c'est dommage. L'Allemagne est éparpillée en petites régions qui complètement discontinues. Ça n'a rien à faire avec la France. Vous avez une chance inouïe, vous avez un pays, une tradition, une histoire. Chez nous, on a 1000 histoires. Et on se faisait la guerre en plus. Alors naturellement, les Prussiens, ils sont passés par là après, avec Bismarck. Il a fait de l'ordre, il a occupé même notre Rhénanie. C'est devenu une province française, prussienne.
Et mon arrière-grand-père était le premier député catholique dans la Diète de Prusse. Après, il est devenu président de Westphalie, l'université. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père était un exponent catholique dans les cabinets d'Adenauer. Vous connaissez Konrad Adenauer? Donc, parlons un peu de ce renouveau après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a été occupée par 4 puissances, vainqueurs. Victorieuse. Les Français dans le meilleur coin, la Rhénanie, les Américains au milieu, les Anglais en bas, et les Russes tout l'Est. Ça se passait au début à peu près correctement. Il y avait inspection des 4 puissances unies des différentes régions. Et petit à petit, vous savez bien que ça a évolué jusqu'au mur qui était construit à Berlin et à travers toute l'Allemagne, du nord jusqu'au sud, pour délimiter la partie russe du reste. Et il y avait le fameux îlot de Berlin tout seul qui nageait dans la mer Rouge communiste et survivait avec nos moyens de communication, des couloirs aériens, etc. Alors, après cette guerre, les Américains à l'époque étaient encore assez intéressants parce qu'ils étaient informés. Quand ils faisaient la guerre, ils savaient qui il faut faire maire dans une ville occupée. Ce n'est plus aujourd'hui le cas en Irak, etc. Mais là, ils savaient. Et à Cologne, ils ont trouvé un monsieur qui s'appelait Konrad Adenauer, qui était emprisonné par les nazis, soit dit proche de la résistance, etc. Il s'est enfui dans un monastère bénédictin Maria-Laach. C'est à 40 km à l'ouest du Rhin, un peu dans l'Eifel, dans la région des forêts, c'est assez sauvage. Et ils ne l'ont pas trouvé pendant 2 ans. Après, les Américains sont venus, ils ont sorti Adenauer de là-bas, ils l'ont fait maire de Cologne. Tout de suite. C'est les Américains. Ils étaient informés que cet homme-là, il fallait le prendre. C'était assez intéressant de remarquer aujourd'hui. Adenauer était profondément catholique. Il allait tous les matins à la messe, 6 heures, jusqu'à la fin de sa vie. J'aurais bien montré les photos, vous connaissez de toute façon Adenauer un peu. Alors il voulait en terminer avec la politique confessionnelle qui, selon lui, a amené Hitler. Alors je m'explique. À Weimar, il y avait le parti catholique, le Zentrum, catho, il y avait les protestants, et il y avait les communistes, et puis les libres penseurs. Résultat, Hitler, au milieu, il avait la majorité, tous les autres se faisaient la guerre, et il a eu la majorité, 1933. Il a été élu, suffrage universel. Et 1945, à la grande catastrophe, Adenauer a dit « il ne faut pas retomber dans ce piège ». Vous voyez, il était forcé au compromis. Comme chrétien, il devait faire un compromis. Il a dit « maintenant, on va rayer le Zentrum ». Rendez compte, notre Zentrum, le parti catholique, il faut le rayer, et les protestants pareil, et on fait un parti uni, chrétien. CDU, Chrétiens, Démocrates, Union. La source de tous les démocrates, tous ces démocrates chrétiens à la suite, on sait ce que c'est devenu. Bon, ce compromis fondamental a marché au début à merveille. 20 ans exactement. 20 ans vraiment de réussite économique. Le miracle allemand, vous avez entendu ce mot-là, das deutsche Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. Mon père a été pris comme ministre de la famille, le premier en Europe.
Depuis, on en a maintenant partout des ministres de la famille et des ministresses, n'est-ce pas? Mais lui, il était le premier, il a pris un bâtiment, il a mis 17 mecs dedans, et voilà, c'était le premier ministère de la famille. Mais en face de lui, à la table des ministres, il y avait le docteur Erhardt, le ministre de l'économie. Son ministère avait 7000 mecs. Hein. Alors le petit Wuermeling, 17-1 contre 7000. Alors Erhardt dit, oh, Wuermeling, nous emmerde pas avec tes petits trucs pour la famille, la loi doit passer. Il a dit, si ça se passe comme ça, je quitte la salle de cabinet. Et Adenauer a dit doucement, doucement, hein, mettez quand même sa remarque dans la loi. Et ça s'est passé comme ça pendant 12 ans. 3 cabinets, 4 ans, 4 ans, 4 ans. C'était l'emmerdeur catholique. Hein? Et il a fait son travail. Alors quand il faisait pour Adenauer, c'était la feuille de vigne catholique, hein, pour avoir les catholiques de son côté. Dès que Wuermeling était là-dedans, Wuermeling faisait l'écran. Je vous donne un exemple. En Allemagne, nous avons les journées des catholiques, tous les 2 ans. Oh, à l'époque, c'était 60 000, 80 000 personnes, un grand stade à Mayence, par exemple. Et ils ont demandé mon père de faire le discours principal. Il a dit, à condition que je décide le thème. Et vous savez ce qu'il a pris comme thème? La CDU et les 10 commandements de Dieu. Oh, mon Dieu, tous les évêques qui étaient alignés là-bas. Premier commandement, tu honoreras dimanche. Et ça y allait, tout le monde. Ça, c'était... Ou à Essen, une fois j'étais avec lui, Essen aussi au stade, tous les tramways allaient sur le stade pour acheminer les gens. C'était un événement. Hein. Wuermeling, c'était la feuille de vigne catholique qui protégeait cette nouvelle constellation écuménique. Hein. Bon, non, appelons pas ça comme ça. Cette nouvelle constellation politique, CDU, et ça marchait. À la fin, un jour, il a tapé sur la table. Je m'en vais si ça passe pas dans la loi. Hein. Ah non, elle dit, bon écoutez, monsieur Wuermeling, vous avez qu'à vous en aller. Il en avait un peu marre. Hein. Et il a pris la porte. Elle dit merci m'avoir rendu la liberté. Pam! Et il était dehors. 3 mois plus tard, Adenauer a été viré par sa propre majorité. Vous voyez, c'est bon. Il a continué à la messe tous les matins, mais 5 ans plus tard, il est mort. Et il est mort, on l'a fait traverser tout le long du Rhin, là, devant Cologne et Bonn, sur une barge complètement plate. Et il n'y avait que là, le cercueil. Et sur les rives de droite et de gauche, noir de monde, enfin, c'était Adenauer, hein, qui s'en allait. Le héros qui s'en allait, qui avait refait l'Allemagne après la catastrophe qui a cassé les Allemands intérieurement. Hein. Il a redonné courage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le suivant, il n'avait plus la majorité. Adenauer était parti, tout était suspendu à Adenauer. Eh bien, la grande coalition, encore un compromis, un énorme compromis. Cette fois-ci, il s'agissait pour la droite de régner avec la gauche. On ne fait pas souvent en France. Hein. En Allemagne, c'est courant. Actuellement, Madame Merkel n'a pas la majorité absolue dans le Bundestag. Il lui manque 5 députés. Elle est obligée, depuis maintenant 7 ans, elle est obligée de faire coalition avec, elle prend carrément le plus grand parti, la SPD, les socialistes. Elle ne prend pas les petits verts ou des trucs comme ça. Les socialistes, la CDU, et on fait du travail solide. On n'entend pas parler de tout ça. Ils font les bouquins de programme, tout tranquille, à table, ça négocie. Ils sont habitués au compromis. Habitués. On ne peut pas, donc on va aussi loin qu'on peut, l'autre pareil, et voilà qu'on se met d'accord, on le signe, on passe par le Bundestag. Vous entendez pratiquement pas de grève en Allemagne. Là, il y en a un tout par hasard. Ça, c'est vraiment rare. La Lufthansa, c'est tous les 10 ans une grève. Les taxis font jamais la grève. Enfin, il y a plein de... Le compromis, c'est quelque chose absolument courant, moi je dirais dangereusement courant,
en Allemagne, on ne se rend même pas compte. Le plus grand compromis, c'était l'avortement. Réunification de l'Allemagne. Helmut Kohl, le chancelier qui a obtenu la réunification. Vous avez suivi ça quand même un petit peu. Alors Helmut Kohl a dit, on va faire un congrès avec plein de petites commissions, vous vous occupez de la pêche, vous du système routier, vous de ceci, cela, et une, elle s'occupait de l'éthique. À l'Est, il y avait l'avortement libre. Ça s'appelait Fristenlösung, la solution des délais. C'est-à-dire, au-delà de jusqu'à 3 mois, on peut avorter. Alors il suffisait de montrer le papier du médecin, enceinte 2 mois et demi, crac. C'était suffisant comme raison d'avorter. Fristenlösung, la solution des délais. En Allemagne, c'était interdit. Immoral, profondément contre la vie humaine, etc. Sauf quelques exceptions, difficultés psychologiques, physiques de la femme, enfin ça commençait, hein, des drôles de brèches. Et résultat, on avortait pas mal en Allemagne de l'Ouest aussi. Alors la commission, toutes les commissions travaillaient. Au bout de 3 jours, c'était à Berlin, hein, alors on attendait le congrès là pour la réunification officielle, voilà les 2 livres de loi mis ensemble, de travail sérieux. Toutes les commissions avaient terminé, 8h du soir, 9h du soir, il y avait toujours la commission éthique. Alors Kohl, il est parti là-bas. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il faut terminer à 10h, on va quand même faire le protocole, le truc, et demain matin, la grande session. Ils ont dit, mais on s'en sort pas avec l'avortement. Et là, pensez au compromissaire. Hein. Là, Kohl, illuminé, le nouveau Salomon, il a coupé le nœud gordien, il a dit, on remet ça pour dans 1 an. On donne 12 mois, on laisse ça en suspens, et tout le reste, c'est bon. Tout le monde était content, tout le monde est allé se coucher. Le lendemain, réunification de l'Allemagne, les télévisions, le mur de Berlin, etc. C'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé après 1 an? Eh bien, l'Allemagne de l'Ouest a accepté la loi de l'Est, le constitutionnel, contre cette nouvelle loi, en disant la protection de la vie est gravement lésée, l'État a le devoir de protéger la vie naissante, etc. Et Karlsruhe a réfléchi, et Karlsruhe a interdit la nouvelle loi. Et pendant ce temps-là, il y avait en Allemagne 2 morales. Une dans les pays de l'Est, réunis déjà, hein, en disant c'est profondément licite, il n'y a aucun problème, c'est une question de 3 mois. Et l'autre, c'est vraiment profondément lésant, violent la vie. Vous voyez, encore, dans la poitrine allemande, 2 lois totalement contradictoires. On a vécu comme ça 12 mois. Pendant que les commissions, n'est-ce pas, devaient trouver des solutions, des compromis, etc. Et donc, il y avait cette nouvelle loi, la plainte, et Karlsruhe a interdit la nouvelle loi. De nouveau, encore 12 mois, complètement dissociés ces 2 aspects-là, les pratiques aussi. On ne savait même plus est-ce que c'est interdit ou non. Finalement, tout le monde faisait ce qu'il voulait, avec un thème aussi important. Et alors, le comité des sages, vous savez, il y en a des institutions en Allemagne. Le comité des sages ont dit il faut reformuler la loi, encore 1 an, etc. Et ils sont venus avec la loi définitive qui est aujourd'hui. Moi, je l'ai lu, j'ai rien compris. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Il ne faut pas être clair, et comme ça, tout le monde est d'accord. Mais c'est terrible, ça. Hein? Où est la vérité?
Il n'y a plus de vérité du tout. Hein. Il faut s'arranger, surtout la paix. Bon, Madame Merkel, elle est la championne des compromis. Mon cousin, non, mon neveu, voilà, il est secrétaire d'État au ministère de l'économie. Voilà, on a fait des progrès, hein. Là, on est quand même en face dans le gros ministère. L'économie, Dr Joachim Wurmeling, et il dit, j'ai dit, mais comment ça se passe avec la Merkel là? Il dit, oh ben, c'est facile, on a tous notre ordinateur, comme à l'école, et puis elle rentre, la chancelière rentre, tout le monde a un garde à vous, quoi. Elle s'assoit. Herr Bossel, monsieur, vous avez votre rapport, je voulais. Et d'ailleurs, vous le faites pour demain 11h, d'accord? Alors pour ça, alors, ils sont tous en train de taper pour suivre. Et puis elle dit, bon, j'ai un petit rendez-vous, alors voyez pour la suite. Paf, c'est parti. Elle a dit, elle nous met tous à genoux. Elle est intelligente comme c'est pas permis. Elle a tout dans la tête, elle nous met dans le sac, quoi. Nous, les jeunes loups, là, hein, il n'est pas vieux, mon neveu. Elle nous met dans le sac. C'est une femme super intelligente. Ça nous manquerait, hein, en France. Super intelligente. Et c'est par cette autorité qu'elle s'impose. Elle n'est pas spécialement morale. Elle a fait un diplôme de chimie en Allemagne de l'Est. Et elle est devenue amie avec son professeur. Ça, c'est toujours pratique pour le diplôme. Et puis, à la réunification, elle était déjà chef de la CDU de l'Est. Mais c'était l'ombre de quelque chose de chrétien, c'était vraiment sous le régime communiste. Elle était quand même déjà le chef de ça. Alors du coup, elle rentrait dans la grande CDU réunie, et elle fut tout de suite proposée comme chef de la grande CDU, même à l'Ouest. Tellement elle avait fait déjà éclat avec sa simplicité et ses solutions et son pragmatisme, son réalisme. Bon, et puis la CDU, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle vit avec un mec là, c'est quoi ça? Ça ne peut pas devenir chef comme ça, il faut être marié. Ils ont forcé la Merkel de se marier. En 3 semaines, elle était mariée, crac, elle est devenue consacrée chef de la CDU. Et après, chancelier, voilà, maintenant elle est bien mariée, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, maintenant, si l'on voit un peu au fond les choses, l'Allemagne est devenue le moteur de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, avec cette dialectique de compromis et de manque de recherche de la vérité, mais du simple vivre ensemble, ils sont drôlement bien préparés pour l'Europe. C'est presque les leaders naturels, parce qu'ils ont déjà pratiqué ça depuis Luther, les compromis. Pour nous, Français, c'est très difficile. On dit toujours, oh, les Français, leur truc, etc. Alors, quand les Français viennent avec, ils sont souvent géniaux, géniales les idées, mais c'est pas les vrais compromis où l'on accepte carrément l'autre, le contre-vérité, tout ça va ensemble, c'est une question de formule, c'est tout. Ils sont sûrs dès le départ, on va y arriver. Alors, devenu moteur de l'Europe, pas seulement économiquement, faites attention, en administration aussi. Pourquoi on a les régionales, les super-régions maintenant en France? Parce que les Allemands, ils ont dit, c'est quoi vos départements, les petits trucs là, c'est quoi ça? Il faut des Länder. Et les Français, ils disent, oui monsieur, ils font des Länder. C'est incroyable. C'est le schéma allemand. Et c'est exactement la même taille d'ailleurs. Hein. Maintenant, on a pratiquement autant que les Allemands, etc. Mais en même temps, c'est un peu dangereux parce qu'on prépare déjà les super-régions transnationaux. Hein, c'est-à-dire la Bretagne avec un bout d'Angleterre, enfin, l'Espagne, bon, tout ça c'est pour dissoudre vraiment les nationalités, vous connaissiez bien les thèses de Hillard, etc. là-dessus. Hein. Bon, mais ça c'est pas le pire c'est le compromis de l'avortement. Pour nous, à l'UNEC, les 2 grands mots
sont l'avortement et l'islam. Et si nous n'agissons pas contre l'un et contre l'autre, vu de Dieu, ça doit être terrible ce qu'on voit. La France, l'Allemagne, c'est une mer de sang. Si vous regardez les chiffres, ça n'a plus rien à faire avec nos guerres. Hein. C'est beaucoup plus. Et en plus, c'est des êtres innocents. Totalement innocents. Tous. Tous ces gosses tués, c'est des êtres innocents. Les seuls qui sont innocents dans les problèmes, c'est pas les adultes qui créent les problèmes. C'est l'innocent qui doit donner la vie pour résoudre les problèmes des vieux. Alors, ce problème-là, en Allemagne, nous sommes allés avec le docteur Dor pour faire une manif devant l'avortoir à Stuttgart. Après, à Cologne, on a fait 2-3 comme ça. Écoutez, vous n'allez pas me croire comment ça s'est passé. On était, les vaillants français, comme toujours, 8, 9. On est allé devant l'avortoir à Stuttgart. Alors les Allemands sont venus. Nos amis, on les a invités et tout. Mais je pensais ils participent, tu penses. Personne n'a participé. Ils sont restés à droite et à gauche de nous. Et nous, on est rentrés. Je dis, mais venez, venez. Non, non. Après, on a discuté, mais pourquoi vous êtes venus? On dit, on voulait voir comment un chrétien peut transgresser la loi. Ah bah, ça c'est loin de l'esprit français, hein. Ça c'est vraiment allemand. Mais c'est la loi. J'ai dit, si je dis ça à mes Français, qu'on ne peut rien faire parce que c'est la loi, hein, alors là, je suis vraiment pas français. Un Français, la loi ou non, c'est la vérité qui compte. Hein? Et si on est seul ou avec la majorité, on n'en a rien à faire, on se bat pour la vérité. Ça, c'est français. Aujourd'hui encore. Enfin, pour ceux qu'on connaît, n'est-ce pas? Entre nous. Mais en Allemagne, un catholique, la loi, mais c'est terrible. Vous admirez un peu, beaucoup, je trouve, l'Allemagne, parce que vous ne connaissez pas la langue et pas comment ça se passe. Je trouve dans la question de l'avortement, ma propre famille, qui a quand même la même éducation que moi, avec le même père exponent catholique et tout, ils disent on ne peut rien faire, ils ont la majorité. Mais c'est triste de dire une phrase pareille. Mais est-ce que c'est un argument que les autres ont la majorité? C'est pas un argument pour un Allemand, c'est un argument, on ne peut rien faire, on ne peut plus que prier. Alors moi, chaque fois que j'entends ça, je dis maintenant je sais pourquoi je suis en France. Je ne pourrais plus vivre en Allemagne. Avec une léthargie pareille, couché, moralement couché. On ne bouge plus. Regardez en France, même si c'est que le docteur Dor, vous avez un mec qui va devant les avortoirs. La République n'a pas trouvé autre moyen que de faire une loi contre un homme. On ne peut pas faire une démonstration devant un avortoir, sauf à 300 mètres. Ça, c'est une loi pour un homme. Ça, c'est la France, hein, parce qu'il y a cet homme-là. En Allemagne, il n'y a pas cet homme-là. Il n'y en a pas un. Et puis on est allé la deuxième fois à Cologne, c'était encore plus beau. Alors il faisait froid et tout, et on s'est mis devant la cathédrale, les gens allaient dans la messe, sortaient de la messe dimanche. Hein. Et soudainement, il y a le capitulaire de la cathédrale qui sort en grand frac avec une crosse, c'était pas l'évêque, mais c'est comme ça là-bas. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors, personne parlait allemand, sauf moi. Ils ont dit, lui, il parle allemand. Bon, alors il vient vers moi, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bon, on prie contre l'avortement, devant notre cathédrale. Nous sommes catholiques. Foutez les gants, sinon je cherche la police. Et il rentre dans la cathédrale, je dis, vous n'allez pas faire ça. Je lui prends le bras comme ça. 5 minutes plus tard, les flics arrivent. Devant la cathédrale, tout ça. Nous, on est en train de prier Docteur Dor, Ave Maria.
Le flic pareil, qui parle allemand, voilà, ici présent. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bon, nous, on est catholiques, on prie devant notre cathédrale, devant le grand mal qui est l'avortement, de tuer les gosses dans le ventre de leur mère. Il me tape sur le dos, il a dit, vous êtes formidable les gars, continuez comme ça, et il est parti. Il était plus catholique que le curé de la cathédrale. Voilà, ça s'est passé comme ça. Les manifs, etc., c'est tout un autre jargon. C'est un aspect. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? C'est les plus grands maux de l'Europe. J'ai calculé, ça doit faire 4 millions de morts en France, hein, et dans les 45 millions pour l'Europe, et 1 milliard pour le monde. C'est un bain de sang. Nous pataugeons dans le sang. Et de là à dire nous sommes collaborateurs, ce n'est pas loin. Pour un Allemand, c'est évident. Pour un Français, c'est pas clair non plus. Comment pouvons-nous payer des impôts à un État qui admet ça? Par exemple, comme question. Monsieur Raoult, il avait créé, là, il y a 30 ans, AOCPA, je crois que ça s'appelait, contre toute participation à l'avortement, il déduisait 2% des impôts, des trucs comme ça. Il avait déjà bien compris ça. On est collaborateurs, on est dans le système, on est une roue qui fait tourner cette roue de la mort. Et vu de Dieu, je me demande comment on peut tenir debout. Mais quoi faire précisément? Nous, on a fondé un petit mouvement qui s'appelle SOS Maman, on sauve les bébés, hein, un après l'autre, on va dans les rues, sur les parcs, on aborde les filles qui pleurent, et chaque fois c'est d'ailleurs le même problème, et on l'aide massivement, aussi avec de l'argent, on a tout un système donateur. Un gosse, ça coûte à peu près 1 000 € à sauver, hein. Un bébé sauvé, en moyenne, c'est 1 000 €. Mais aussi les filles des prostituées, les filles des immigrés, enfin des réfugiés même de Syrie, d'Irak. Peut-être un soir on peut en parler ici, sur SOS Maman. L'autre solution politique, ça serait de faire un parti catholique en France. C'est pas la peine de faire un parti chrétien, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pratiquement pas d'autres chrétiens. Donc c'est la magnifique situation, on n'a qu'un grand ensemble chrétien, c'est les catholiques, et les non-pratiquants, mais ils sont quand même non-pratiquants catholiques. Hein. J'ai lu que 70% des Français sont encore baptisés. C'est pas rien ça, faut pas désespérer, c'est énorme. L'Esprit Saint qui a travaillé cette nation pendant 2000 ans, si on imagine, au moins depuis Clovis, disons 15 siècles, ça laisse des traces. Ça passe pas comme ça, le petit vent, et puis il n'est plus là. Il a formé la France. J'ai vécu 4 ans au Japon. Quand il y avait un accident, les Japonais, ils descendaient des voitures et rigolaient. Et nous, on est descendu des voitures, on a aidé les Japonais accidentés. J'ai dit, mais pourquoi ils rigolent, ces mecs-là? C'est pas tombé sur moi, c'est formidable. Voilà. Ça, c'est païen. On ne sait même pas ce que c'est être païen. Nous sommes tellement chrétiens. Le Français, il voit un pauvre type par terre, il se courbe et il veut l'aider. Maintenant, on a même des prescriptions, il ne faut pas les toucher, les accidentés, on pourrait faire du mal. Tellement on veut les toucher. C'est pas beau ça. C'est magnifique. Donc il y a beaucoup de chrétiens en France. Alors, chez SOS Maman, souvent on a des situations vraiment dures. Hein. Quand il y a une prostituée qui court sur le trottoir, elle dit, il me suit, il veut me rattraper, et qui est enceinte. On a abordé un taxi dans la rue, un taxi français. J'ai dit, monsieur, j'avais pas de temps de parler du bon Dieu ni du péché. Hein. J'ai dit, il y a une femme enceinte, prostituée, il faut qu'on l'évacue tout de suite de Paris. Vous avez une idée? C'est tout ce que j'ai dit. Et le type, comme une clé,
dans 2 minutes je termine, je peux l'amener en Lorraine chez ma belle-mère. Il l'a amenée en belle-mère, elle a accouché là-bas et tout, on l'a envoyé à Moscou après. Voilà, ça c'est français ça. Ça c'est magnifique. Et ils ne pratiquent pas, hein. Des gens comme ça, ils ne pratiquent pas. Nous avons une douzaine d'hébergeuses qui hébergent nos enfants, surtout les jeunes, les mineurs. Hein. On a eu 2 mamans de 11 ans, hein, accouchées à 12 ans. Donc je ne peux pas les mettre dans un studio ou quelque part. Il faut les mettre dans des familles. J'ai 12 familles actuellement. Ils prennent 2, 3 filles en même temps. Hein. Aucune est pratiquante. Aucune. Toutes se disent catholiques. Rien contre le catholicisme, mais ils ne vont pas à la messe. Ça donne quand même à réfléchir, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Hein. Dans le bon sens, quelle catholicité. Tout le peuple sait encore ce que c'est être chrétien, être bon, être charitable. Le mauvais côté, ils vont perdre cela s'ils ne vont pas au sacrement. Hein. Petit à petit, ça va se perdre et peut-être plus vite qu'on ne le pense avec les générations qui vont suivre. Donc on a dit il faut faire un parti, et on a fait le parti. Ça s'appelle Amen. Arrêtons le massacre des enfants à naître. A-M-E-N. Ça fait catholique en même temps. Hein. Amen. Et on était 4 mecs. Nous avons fait les cantonales, les législatives, un début de présidentielle, les régionales et les européennes. Les régionales en Île-de-France, il fallait 226 candidats. Nous les avons eus. Mais on n'avait pas les moyens de faire des réunions, de faire quoi que ce soit. Il n'y avait que le bulletin de vote, 2 tonnes, hein, qu'on a distribué aux préfectures. Et fait imprimer en Allemagne, c'est moins cher. Et les gens, ils lisaient simplement le titre « Liste chrétienne ». Voilà, on avait appelé ça « Liste chrétienne ». Eh ben, Paris 16e, 1,9%, Paris 17e, 1,9%, Versailles, 3,4%. Mais du premier coup, tout le monde me dit, mais c'est la folie, un parti, il faut des mecs du fric, etc. Je dis quoi? Des mecs du fric? 4 mecs, hein? Et du courage. Et au premier abord, les royalistes, ils font depuis 12 ans campagne, ils ont 0,9%. Vous voyez, le mot chrétien, il porte dans ce pays. Et je crois que les gens commencent à avoir ras-le-bol de tout. Ils veulent s'accrocher à quelque chose de sérieux et de sans compromis. Parfois, j'ai lu que les catholiques, 50% des catholiques ne vont plus aux élections. Désabusés, complètement déçus. Et s'il y avait un parti qui se pointe, catholique de France, alors tout le monde me dit, oui, mais la France, on a essayé ça tellement de fois, ils sont tellement forts, les francs-macs. Mais on ne va pas commencer à raisonner comme les Allemands, c'est quoi ça? Ça, c'est raisonner allemand. Pragmatisme, réalisme. Nous, on est des chrétiens, on est une sorte d'idéaliste quand même. Hein. Donc, cette solution-là, je l'ai prêchée un peu à Civitas. Hein, parce qu'eux, ils ont plus que 4 mecs comme nous. Hein. Là, serait quelque chose de formidable. Bon, ça, c'est en gestation, ils ne veulent pas vraiment pour le moment. Ça serait sûrement pour la France quelque chose, et je pense même pour l'Europe. Enfin, je crois que je vous ai montré un tout petit fil là, hein, des Romains jusqu'à aujourd'hui, en traversant par Luther et Merkel et Helmut Kohl et compagnie. Je pense en France, nous sommes en position forte pour l'avenir, parce que le plus de vérité est encore en France. Si vous regardez la Scandinavie, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, moi je vois la France qui a gardé la part de vérité qu'on peut encore porter aujourd'hui et qu'elle a un grand avenir pour l'Europe chrétienne, et c'est à renforcer. Merci. C'était pas tellement, ouais. Alors, quelques questions, je crois, là, c'est ce qu'il a dit.
vous dites qu'en France, oui, il y a deux mots, bien sûr, l'avortement, bien sûr, et l'islam. Mais en Allemagne, il y a des manifestations en ce moment pour lutter contre l'islam, justement. Et en France, il n'y en a pas. Et alors en Allemagne, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations. Oui. Et là-dessus, ils sont plus forts que nous, parce que nous, on fait. Ça, c'est tout récent. Alors, on voit les photos. Hein. Voilà. Alors, j'ai lu hier que les évêques ont pris position. Ils ont dit on n'a pas besoin de ces gens-là pour l'Europe chrétienne. C'est la première réaction des évêques. Hein. Donc, de ce côté-là, on n'aura aucun soutien. En Allemagne, les mouvements identitaires sont beaucoup plus durs qu'en France. Hein. Ils sont carrément extrémistes. Hein. Violents, extrémistes. Donc, on voit mal comment ça pourrait vraiment porter quelque chose. Cette résistance contre l'islam est absolument nécessaire. C'est une défense. Bon, eux, ils commencent maintenant à remuer un peu ce problème. C'est bien, les gens se posent le problème, mais la vraie réponse, il faut qu'elle vienne ailleurs. Il faut les christianiser, les musulmans. Oui. Le problème de l'Europe aussi, qui doute d'elle-même. On pourrait dire que si un voyageur étranger parcourait nos contrées, il irait en interrogeant les habitants du cru, mais que sont des schizophrènes. Ils ignorent ou veulent ignorer leur histoire, d'une part. Donc ce problème de l'enracinement culturel. Problème philosophique aussi, c'est le succès d'années du luthéranisme, vous l'avez évoqué, qui est lui-même l'héritier d'Occam, du nominalisme. Et on voit très bien la pensée protestante est une pensée, qu'on va dire, naturaliste. C'est tout le problème de la grâce. La grâce, au fond, n'est qu'un manteau qui cache la misère irrémédiable de l'homme. Et aujourd'hui, on est arrivé non plus au gouvernement des cités, mais au gouvernement des choses. Voilà les grandes étapes dont il faut prendre conscience. Donc, si on veut lutter, par exemple, contre l'islam, qui est un corps étranger en France, il faut savoir que l'islam est promu comme un des fondements de notre pays. Je renvoie, entre autres, au livre publié avec le concours du différents ministères chez Albin Michel il y a quelques années. Que l'islam, en dehors qu'il soit une religion, est une loi, alors qui est heureusement incompatible avec les lois de la République, je ne sais pas comment on écrit ce mot-là, mais c'est pas important. Et ce qui est amusant à voir, et c'est peut-être aussi l'action politique qu'on peut avoir, des gens par exemple de Riposte-Laïque ou de Résistance républicaine, dont certains sont devenus des amis, qui viennent bien souvent des milieux laïcards, gauchistes, qui l'Europe qui nous gouverne, qui n'est au fond qu'un rouage du mondialisme, ou du relativisme sur le plan philosophique, a besoin de l'islam pour casser nos structures. Et dans quelques temps, je pense à la rentrée, je vais inviter un de mes bons amis, un Serbe, pour parler du Kosovo. Alors c'est très intéressant de voir au fond que le Kosovo, la fameuse bataille des Merles, qui est une défaite sur le plan historique, sur le plan militaire, est devenue dans l'imaginaire serbe une victoire. Et on voit que c'était un peuple qui était encore très chrétien. Alors rentrons pas dans les détails, qu'à 1h30 de Paris, il y a eu des massacres organisés par l'Europe, avec des actes de barbarie couverts par certains personnages haut placés, entre autres transfert de vol d'organes et j'en passe des meilleurs. Mais c'était voulu pour des raisons d'ordre politique. Un général américain a déclaré qu'il fallait en Europe mettre un coin et qu'il fallait créer de toutes pièces une nation musulmane. De même, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, Daesh, bon, très bien. Quand on sait qu'un homme en ligne de front suppose, pour l'intendance, près d'une dizaine. En si peu de temps, c'est un miracle. Et l'objectif est
on regarde du point de vue purement géopolitique, chasser les chrétiens du Moyen-Orient pour faire affronter deux peuples. Et on sait dans quel but. Et j'avais, dans l'introduction, évoqué le cas du Liechtenstein et la Hongrie. C'est les deux seuls pays qui encore font référence de manière explicite au christianisme comme valeur de civilisation. Et dans le cercle, on ne demande pas votre certificat de baptême, on regarde le christianisme comme un acte de civilisation, un fait de civilisation. Et il est évident que les différentes réformes d'après 68, en France avec la réforme avec Garfort, a eu pour but de faire de nos futures élites des prolétaires, des gens qui n'auront pas accès aux grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Enfin, l'humanité, du véritable humanisme gréco-latin, et c'est voulu. Et après, on s'étonne certains votes à l'Assemblée nationale. Il suffit de comparer un fils de la puissance publique, Hector Roland, peut-être d'aucuns d'entre vous l'ont connu, était un garagiste, un autodidacte. Et vous comparez ses discours, quand il est mort, à l'ancien Premier ministre qui voudrait un jour briguer la destinée supérieure. Pour comprendre que le combat est aussi culturel. Allô ? Et regardez par exemple, vous avez évoqué le problème de l'avortement, on peut évoquer d'autres. Et ce n'est pas une question de foi religieuse. Regardez par exemple l'attitude d'un Vergès. Ça les songeurs. Voilà, j'en ai assez dit. Une question. Le mariage homosexuel. Comment ça s'est passé en Allemagne? Le mariage homosexuel. Ah, là, je ne suis pas bien informé. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi ce côté-là. En France, ça fait beaucoup de bruit quand même. Oui, c'est vrai, ça remue beaucoup. Mais en Allemagne, pour l'instant, Mais il n'y a pas de mariage homosexuel. il n'y en a peut-être pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Donc de ce point de vue-là, l'Allemagne... Mais on a un... Le problème, C'est un autre problème. on peut relier ça aussi à la théorie du genre. La théorie du genre. Et c'est toutes ces idées un peu folles, comme celle de 68, c'est la contre-culture américaine. La matrice, il faut la trouver en Amérique. Donc, que les avertis se marient devant la République, à la limite, pourquoi pas. Mais ce qui est invraisemblable, d'abord que la plupart des gens qui ont manifesté bien pieusement pour cette loi en manifestant sur des pèlerinages en Paris vont se retrouver dans une réserve d'Indiens à l'UMP et ils voteront comme un seul homme pour qui vous savez. Tout ça, on recule pour mieux sauter et on voit très bien que les milieux prétendus réactionnaires, au fond depuis plus d'un siècle, 2 siècles, ont toujours reculé, parce que ça a défaut de stratégie. Donc j'invite tous ceux qui sont ici à lire, entre autres, Gramsci d'une part, et Michéa. Il faut avoir, disons, une attitude, et c'était le génie de Benoît XVI, de montrer que le christianisme était devenu aujourd'hui une contre-culture face à la culture anglo-saxonne. Et si on est capable de monnayer cet aspect à la fois éternel et novateur, ben peut-être qu'on sera audible. Autrement, mais on sera marqué du signe de la bête et on sera incapable de faire quoi que ce soit. Regardez ce pauvre Fromentin, il n'a pas voulu participer
participer à la singerie collective à l'Assemblée nationale, immédiatement, Léon lui a demandé sa démission. C'est symptomatique. Et il suffit de lire ce petit torchon qu'est la Croix sans croix pour voir la mentalité dans le courrier des lecteurs. Dans le courrier des lecteurs, on voit très bien, c'est comme ça qu'on manipule l'opinion. Comment on amène les gens à penser de travers. Ça, c'est sûr. La ventouille à la République, 2780. Alors, il est bon de se rappeler une phrase de Maurras, et bien que je ne sois pas maurassien, que la République est incapable de défendre la France, et on voit très bien. On ne se rend pas compte, la France, même politiquement, quand je parle, on se tait. La France n'existe plus politiquement. À la limite, on pourrait très bien se passer de Hollande ou de Sarkozy, et le pays serait très bien administré quasiment de Bruxelles. Sans qu'on se rende compte. D'ailleurs, il y a un de nos voisins qui n'a pas eu de gouvernement pendant plus d'1 an, il n'était pas plus malheureux, il ne se rendait pas compte. Donc ça, c'est pour rassurer le petit os à ronger, la populace. Donc il y a des élections, on croit qu'il y a un jeu démocratique, ou je ne sais pas trop quoi. Donc tourner vers nos grands auteurs, leur réenracinement, la lecture de certains auteurs, je vous dis Gramsci, Michéa, regardez le modèle du Liechtenstein, et ensuite comment aujourd'hui la Russie arrive à retrouver les fondements de la civilisation européenne. Il suffit de lire, regardez sur notre site, le discours magnifique de Poutine sur nos valeurs qu'il oppose au monde anglo-saxon. Et après, voir un petit peu comme un petit naïf, un candide, voir comment nos pseudo-élites raisonnent, même les meilleurs, je ne donnerai pas de nom. Il faut des gens pour tous les goûts dans un supermarché. Donc vous aurez des gens qui seront aristotéliciens et même thomistes, mais vous grattez le vernis du vocabulaire, vous verrez que ce sont des grands libéraux admirateurs de l'Amérique. Hein, vous voyez quel philosophe, je pense. Je crois. Comment ? Je crois avoir une idée. Voilà. Bon. Ça. On en a parlé. Mais pour les... Bon. Donc le problème, c'est un combat d'idées. Hein, et ça ne sert à rien de vouloir restaurer quelque institution qu'elle soit, si elle ne correspond pas à l'état moral d'un peuple. Ah, voilà. Hein, vous voyez, par exemple, en Russie, ils ont restauré les emblèmes de l'Empire. Vous discutez avec les diplomates russes ou les intellectuels, ils ont la nostalgie de l'Empire. Mais dans le manuel officiel de l'Église russe, très clairement, ça ne sert à rien de restaurer, de claquer, d'imiter le passé si ça ne correspond pas réellement à l'état moral du pays. À moins qu'on veuille avoir un fantoche comme en Espagne. Voilà. J'ai appris aujourd'hui que Poutine avait dans son bureau le buste de Pierre le Grand. Ah oui, c'est autre chose que le Clémenceau de Valls. Alors, on dit que Clémenceau, mais ça c'est une digression, qui est un débouché de l'Europe. Il a empêché, entre autres, le père du prince Sixte, la fameuse paix séparée, et que Clémenceau réalisait un des plans maçonniques qui était de détruire les empires centraux. Et comme par hasard, il était admiratif de la culture américaine. Qu'il avait découvert dans sa jeunesse, vers 20-25 ans, qu'il a voulu apporter. Oui, je voulais juste pour l'islam, on avait bien dit islam et avortement. L'islam, là je pense profondément que la France a vraiment la mission de faire face. Pas les Américains, les Japonais, même pas les Allemands, les Scandinaves. Les Français, ils connaissent les Arabes. Ils connaissent l'Afrique. Ils ont fait une bonne bout d'histoire ensemble. Alors, si nous, les chrétiens, on voit ces musulmans dans les ténèbres, il ne peut y avoir qu'une seule volonté, c'est les amener au Christ.
la véritable solution, c'est pas les renvoyer. Hein. De toute façon, même Le Pen a dit on peut plus les renvoyer. Hein. C'est trop tard. Il y a d'autres Donc, quelle est la solution? Attendre le combat? C'est pas raisonnable. Ce qu'il faut savoir régulièrement, il y a des conversions de musulmans en France. Malgré tout, c'est marginal, comparé aux Français de souche qui passent à l'islam. Alors à une époque, disons il y a une quinzaine d'années, c'était par le biais du soufisme, c'était de mode, on était soit soufis, soit bouddhistes. Vous avez beaucoup maintenant, malheureusement, de Français qui passent à l'islam. Et ceux qui convertissent les musulmans, c'est plutôt les pentecôtistes. Alors des fois, ils deviennent protestants et après ils passent à l'église catholique. Vous vous rappelez le Père Avril, hein, il avait écrit un livre, la 12e croisade, où il dit la France, elle a la mission de convertir l'islam au Christ. Et il a dit la France avait 3 chances pour le faire. La première, c'était le temps des colonisations, enfin on l'appelle comme ça, hein, Algérie et compagnie. Et là, il y avait ordre strict de la conférence des évêques de France de ne pas convertir les musulmans pour ne pas créer des incidents politiques, chacun son sanctuaire. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Avant la conquête, l'Algérie n'existait pas en tant que pays. Les Algériens, enfin, ce qui était l'Algérie, cherchaient à secouer le joug ottoman. Oui. Il faut savoir qu'à Alger, il y avait des Français même avant la conquête. Hein. J'ai des amis qui ont les plans d'Alger d'avant la conquête et qui habitaient sur place. Des missionnaires. Non, des gens des grandes familles, comme il y avait des grandes familles algéroises qui allaient jouer du piano, de la harpe à Vienne. Hein. C'était... et avant la conquête, les grandes tribus ont accepté de passer sous le joug français, mais à différentes conditions. C'était les accords de Médine, pas de mariage mixte, pas de conversion. Le catholicisme, c'était pour les blancs, et le droit musulman pour les indigènes. Bon. Après, il y a eu... donc, dès le départ, le père de Foucault l'avait prévu, que ça ne pourrait pas tenir. Après, il y a eu les fameux décrets Crémieux qui ont fait qu'aggraver la situation. Mais vous voyez, par exemple, en Algérien, il y en a eu qui se sont convertis à l'époque, qui sont même devenus prêtres. Mais ils ont été obligés de quitter l'Algérie, de venir en France. Alors que l'Algérie était sous mandat français. Voilà. Autre question ?